tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous vous proposerons en fin de journal un invité lié à l'actualité. Cette fois-ci, nous recevrons Sylvie Savoca qui pilote la semaine de la mobilité. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous ferons un point sur les différents dossiers avec Union Monégasque au Conseil national. Nous irons au NMNM pour y découvrir les lectures nocturnes. Nous participerons à la conférence de presse d'avant-match de l'AS Monaco. Nous parlerons du lancement de la 4e édition de la Monte Carlo Polo Cup. Et pour terminer, nous assisterons aux demi-finales de la 24e édition des violons Masters à la Salle Garnier. Comme je le disais dans les titres, nous ouvrons donc ce journal avec le compte-rendu de la conférence de presse d'Union Monégasque. Les travaux, l'usine d'incinération ainsi que le programme d'investissement triennal ont notamment été abordés ce jeudi. Les détails dans ce reportage. Ce ne sont pas moins de 45 chantiers qui verront le jour d'ici 2021. Bien que les travaux soient synonymes d'économie prospère, Union Monégasque demande au gouvernement d'organiser des réflexions, mener des consultations sur des quartiers ou domaines spécifiques afin de préserver la qualité de vie en principauté. Nous avons récemment eu de nombreux retours de nos compatriotes et des résidents de Monaco qui nous disent que la qualité de vie à Monaco est en train de se détériorer. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de travaux. Alors quand on regarde, c'est un petit peu inquiétant si vous voulez, parce que quand on regarde le programme d'investissement public financé par évidemment le budget, on s'aperçoit que le nombre de camions à Monaco risque de quadrupler au cours des 5 prochaines années. Donc s'il y a 100 camions aujourd'hui à Monaco, il y en aura 400. Et on se demande, nous, si ça c'est vraiment l'intérêt des Monégasques. La chose la plus importante pour nous, c'est la qualité de vie du pays. Donc nous avons demandé formellement au président du Conseil national de demander au ministre d'État de mettre en place une CPE, une commission d'études, pour essayer de rééchelonner ces travaux. Nous pensons qu'il y a trop de travaux et ceux-ci sont mal coordonnés par quartier. Donc on espère que nous serons entendus. Le programme d'investissement triennal s'élève aujourd'hui à 4,1 milliards d'euros. Dans un pays qui connaît un taux de croissance du PIB exceptionnel, des finances publiques équilibrées et le plein emploi, la minorité se dit inquiète quant à certaines opérations. Avec un programme comme ça d'une telle taille et un budget d'investissement d'environ 300 à 400 millions d'euros par an, on se rend bien compte que financièrement, on pousse les limites. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que le budget puisse mettre plus d'argent de côté, plus abonder le fonds de réserve constitutionnel afin de préserver notre avenir et d'avoir un coussin de sécurité qui ne soit pas moins de 2 ans de budget comme c'est aujourd'hui, mais plutôt 4 ou 5, comme je pense que ça devrait l'être. Un autre dossier à l'ordre du jour, celui de l'usine d'incinération. Construite en 1980, la question de son renouvellement fait actuellement débat de la part de certains élus qui plaident pour une filière plus propre. 1500 élèves avec une usine d'incinération toute proche, nous pensons qu'il faut étudier d'autres options. Alors le gouvernement a un petit peu reculé effectivement puisque ce projet était dans les cartons depuis maintenant 4-5 ans. On espère avoir contribué à ce que la chose ne se fasse pas aussi vite et on va continuer à se battre pour que toutes les options soient analysées, y compris d'ailleurs le traitement de nos déchets dans notre pays voisin qui, je pense, d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique et d'un point de vue de qualité de vie, serait une solution optimale pour les Monégasques et les résidents de Monaco. Une commission plénière d'études à ce sujet est prévue très prochainement avec le gouvernement princier. Voici à présent la suite de votre actualité monégasque, en bref et en images. La jeune chambre économique de Monaco a été reçue au Conseil national ce mercredi à l'occasion de la 8e assemblée plénière. Vous le voyez à l'image, Marc Burini, vice-président du Conseil national, et Philippe Clérici, vice-président de la Commission des finances et de l'économie, ont accueilli les membres du conseil d'administration de la JCEM. Place à la culture à présent avec de la littérature contemporaine. La Fondation Prince-Pierre a organisé, comme chaque année, des lectures nocturnes, mais cette fois-ci au NMNM. Christine Datomel vous en dit plus. C'est dans le cadre enchanteur des jardins de la Villa Paloma que ces rendez-vous littéraires prennent vie. Au programme de la soirée jeudi, des extraits des premiers romans sélectionnés par la Bourse de la Découverte.
L'idée de Françoise et de la Fondation, c'est de permettre à un public choisi d'assister à un moment particulier qui finalement est le fond de notre travail, c'est-à-dire de trouver des textes, de les diffuser, etc. Mais dans un endroit, dans un moment, dans une certaine tranquillité, un certain recueillement qui permet aux artistes de donner de la vie à ces textes. Ce sont des extraits pris des romans sélectionnés par le jury de la Fondation Prince-Pierre. Et donc dans 15 jours, nous allons avoir le résultat du lauréat. Donc nous préparons notre public à connaître et à découvrir les textes qui, pour la plupart, les ont découverts durant l'été puisqu'ils les ont lus grâce aux médiathèques de la Côte d'Azur. Vie et œuvre de Constantin Hérode, Les âmes rouges, Appartenir, une famille normale, source de plaisir. La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté. J'ai retenu Les échoués. On parle d'immigration, en plus dans le climat actuel. C'est un très beau livre, c'est assez bien écrit, c'est très fin et c'est une jolie histoire. On suit des personnages au lieu d'avoir vraiment quelque chose de très politisé. On est vraiment dans des personnages et c'est ce que j'aime dans un livre en fait. J'en ai un en particulier, c'est le piano dans l'éducation des jeunes filles. Ce que j'ai beaucoup aimé, il a mis beaucoup de références, autant littéraires qu'artistiques, donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et il nous a fait vivre vraiment sur l'éducation des jeunes filles du Moyen-Âge à maintenant. On a essayé de faire des montages, de donner les sens, les personnages qui sont dans un voyage, etc. On a essayé de donner l'essentiel, mais de donner l'esprit du livre à chaque fois. Je pense qu'il faut préparer, mais sans trop préparer, surtout pour une lecture. Il faut quand même savoir de quoi on parle, le texte. Mais après, je pense que, pour moi en tout cas, c'est au feeling. Ouais. Emmitouflé dans des couvertures et installé confortablement dans des transats, le public se prend au jeu et se laisse bercer par les mots avec délectation. Je suis venue ici parce que je travaille à la bibliothèque de Monaco et donc on va recevoir les auteurs dont sont extraits les ouvrages, les passages. Donc on a lu leurs livres et on est très content de pouvoir l'écouter à haute voix, surtout par des comédiens apparemment de talent. Et j'espère que ça va être un grand plaisir, comme on a eu le grand plaisir les années précédentes à venir à ces lectures. C'est magique. On a la chance en plus ce soir d'avoir une pleine lune avec des nuages. C'est un vrai moment de bonheur. Pour rappel, la Bourse de la Découverte récompense chaque année un auteur francophone pour son premier ouvrage et est doté d'un prix de 12 000 €. Sachez que la Fondation Prince-Pierre dévoilera prochainement le nom du lauréat à Monaco. Football avec l'AS Monaco qui reçoit Rennes ce samedi au Stade Louis II. Fort de leur succès à Wembley face à Tottenham mercredi soir, les Monégasques comptent bien poursuivre sur cette lancée. Un reportage d'Émilie Rousseau. Troisième match en l'espace d'une semaine pour l'AS Monaco. Après avoir bien débuté sa saison, le club de la Principauté poursuit son chemin avec un mois de septembre plutôt chargé, partagé entre championnat et Ligue des Champions. Justement, l'heure était à la récupération jeudi après-midi pour les joueurs ayant contribué à la victoire de l'AS Monaco à Wembley face à Tottenham. Je crois que la victoire d'hier, c'est une victoire très importante. Parce que nous jouons contre une grosse équipe, une équipe que vous connaissez bien, que travaille 3 ans ensemble, que toutes les années achète bons joueurs. Et nous jouons en un stade mythique comme Wembley avec 90 000 supporters. Ça, c'est fantastique. Pour les personnes qui ont la passion pour le foot. Mais maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, seulement reste les 3 points et préparer le match de samedi. Les Monégasques viennent d'enchaîner une 6e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, et restent invaincus en championnat. Samedi, les hommes de Leonardo Jardim reçoivent en leader Rennes, 6e de Ligue 1. Pour ce match, le coach monégasque devra faire avec l'absence de Dirard, blessé au mollet gauche, Bakayoko et Sidibé. On a besoin de tourner un peu pour essayer de jouer tous les matchs à 100%, parce que ça, c'est notre objectif. On a les groupes solides, on a un groupe bien, donc il faut qu'on se concentre là-dessus pour bien commencer la saison et de
de se concentrer. Le match passé, on a gagné, ça a déjà passé. Donc on se concentre sur le match prochain. Rennes n'a pas gagné depuis la saison 2007-2008 au Stade Louis II, une stade que les joueurs de Christian Gourcuff auront à cœur de démentir. Mais c'est sans compter la détermination et le bon début de saison des Monégasques. Et restons dans le domaine du sport avec le Monte Carlo Polo Cup qui a débuté pour sa 4e édition. Cet événement prestigieux réunit des sportifs internationaux sur les hauteurs de Monaco. Une conférence de presse était organisée à laquelle assistait Frédéric Elliot. Le polo fait partie de ces sports pratiqués depuis la nuit des temps qui traversent les siècles et les millénaires, une discipline à laquelle s'adonnaient les guerriers il y a plusieurs milliers d'années afin de travailler leur capacité de cavalier sur le champ de bataille. Le polo s'est depuis aristocratisé et a été présent 5 fois aux Jeux Olympiques entre 1900 et 1936. En principauté, la Fédération monégasque de polo a été créée en 2013 et Monaco a son tournoi, la Monte Carlo Polo Cup. La 4e édition était présentée au Casino de Monte Carlo jeudi soir. La chose la plus belle, c'est déjà la 4e édition et ça montre qu'on continue. Et cette année encore meilleure parce qu'on a, comme vous voyez, on est ici dans un salon magnifique de le Casino, que c'est notre partenaire. Mais la chose qui nous honore plus de tout, qu'on a ici l'ancien président de la Fédération internationale du polo, qui c'est maintenant le secrétaire général, qui croit beaucoup de cet événement et se déplacer dans les États-Unis, dans Santa Barbara. Elle est ravie d'être ici, elle croit beaucoup dans ce projet de Monaco et il a promis qu'on va avoir un grand soutien de la Fédération internationale. 4 équipes sont engagées sur cette compétition, chacune est composée de 4 cavaliers, tous ont un handicap révélateur de leur niveau. Plus c'est le handicap et plus c'est considéré un très bon joueur. On a des Argentins qui sont 10 goals d'handicap et pour arriver à moins 2 d'handicap qui sont les principaux, les beginners. La Monte Carlo Polo Cup est d'handicap 8-10, ce qui signifie que le cumul des handicaps des joueurs de chaque équipe doit être compris dans cette fourchette afin d'avoir une compétition homogène et des équipes de niveau quasi équivalent. Avant le début des matchs, samedi à 15h au domaine de Virvan à Saint-Martin-de-Peille, la traditionnelle parade des cavaliers et de leurs montures s'est tenue ce vendredi midi, place du Casino. Pour refermer cette édition, parlons musique avec les demi-finales de la 24e édition des violons Masters. Chaque année, ce concours révèle de grands talents. José Sacré vous en dit plus. À l'issue de présélections qui ont eu lieu dans plusieurs pays, 11 jeunes, parfois très jeunes, violonistes de talent, ont été invités à Monte Carlo pour participer au Violin Masters. Jeudi 15 septembre, pour les demi-finales, ils étaient 5 à s'affronter, 3 jeunes femmes et 2 messieurs. 5 solistes âgés de 15 à 36 ans, face à un jury international, directeur d'orchestre, chef d'orchestre, violonistes prestigieux comme Patrice Fontana-Rosa et Maxime Van Goroff, le président. Chaque candidat, parmi lesquels l'excellent Christy Gézy, premier violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, devint interpréter une sonate ancienne, une œuvre française de Chausson, Ravel, Debussy ou Poulenc, une grande sonate romantique et une œuvre importante du XXe siècle, soit près d'1h20 de musique pour chaque candidat. Ce qui est très intéressant cette année, c'est que l'âge moyen est rajeuni. Vous allez y assister, il y a une petite chinoise qui a vécu aux États-Unis, qui vit aux États-Unis et qui a 15 ans. Qui a déjà plusieurs prix puisqu'elle se présente et elle arrive en demi-finale maintenant. Donc ça nous fait aussi très plaisir de voir que l'âge moyen se rajeunit. Est-ce que ça ne trouble pas un peu les membres du jury? Si elle est prodigieuse, forcément les autres sont un tout petit peu défavorisés. Est-ce que je me trompe? Je crois que vous vous trompez. On ne le ressent pas comme ça.
on est impressionné, on se dit, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a dû travailler dans sa courte jeunesse, mais on fait la part des choses. Il est évident qu'on essaye de trouver celui qui va pouvoir porter les couleurs du master loin pendant des années. Et bien, lors de cette demi-finale, Ellie Choi, 15 ans, a su convaincre le jury. Elle retrouvera en finale, cette fois, samedi 17 septembre à l'Opéra de Monte-Carlo, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la Russe Diana Pasko, 27 ans. Celle qui l'emportera se verra remettre le prix Prince Régnier III d'une valeur de 30 000 € et des engagements de concert en France et à l'étranger. Alors qu'il est, vous avez un favori ? Non. Non, je m'évite d'avoir des favoris parce que ou je veux pas être déçu ou je veux pas favoriser quelqu'un d'autre. Mais non, je me laisse porter. Je me laisse porter par ce que j'entends, parce que il faut qu'il y ait une présence, il faut qu'il y ait une qualité de son, il faut qu'il y ait une technique. Alors quand vous mettez tout ça bout à bout, vous arrivez à trouver. Et puis on s'appuie aussi sur les commentaires des autres. Donc, et si on a un favori, je n'ai pas d'élèves, j'ai à défendre qu'un concours qui soit de qualité et que celui qui va porter ce prix le porte longtemps dans le monde entier. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons rejoint notre invité du week-end, comme je le disais en introduction de journal. J'ai à mes côtés Sylvie Savoca. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Avec plaisir. Alors, vous pilotez la semaine de la mobilité qui aura lieu ce samedi, ici même au Larvoto. Est-ce qu'on peut présenter cette nouvelle édition ? Bien entendu. Alors, samedi et dimanche, nous proposerons des essais grand public, des essais de véhicules électriques de 4 et 2 roues, avec les derniers modèles de voitures, dont la BMW i3, la Zoé, la petite Twizy, etc. Et une nouveauté cette année, notamment avec les motos. Oui, tout à fait. Alors samedi, un circuit de moto électrique sera proposé aux petits et aux grands. Les enfants dès 4 ans pourront essayer des petites motos, mais leurs parents également. Le dimanche, il y a le dimanche à vélo, donc avec une piste cyclable, qui sera mise à disposition du grand public, mais surtout aux familles, qui peuvent aussi venir avec leurs amis. Donc à vélo, en trottinette, en fait avec tout moyen, sauf des véhicules thermiques bien entendu. Donc cette piste cette année a été un petit peu déplacée par rapport aux années précédentes. Elle démarre à côté, à proximité du poste de police du Larvoto, jusqu'au parking du Testimonium. Il y aura un spectacle de moto électrique avec des professionnels, un spectacle freeride. Alors quel est l'objectif réel de cette opération ? L'objectif de cette opération est d'inciter tout un chacun à se déplacer autrement, à pied, à vélo, en voiture électrique bien entendu, en covoiturage, mais aussi surtout en transport en commun. Alors justement, le covoiturage, c'est vraiment... le covoiturage est mis à l'honneur dans cette édition particulièrement. Oui, on essaye tous les ans de rappeler, de faire une piqûre de rappel sur le covoiturage en principauté, pour inciter surtout les salariés qui viennent tous les jours à venir, à se regrouper en véhicule. On peut être à 5 dans un seul véhicule au lieu d'être tout seul. Non seulement c'est plus convivial, mais c'est aussi plus économique. Pour s'inscrire sur le site de covoiturage, donc je rappelle, c'est www.monacovoiturage.mc. Alors beaucoup d'activités sont prévues, on vient de l'entendre, notamment pour les enfants. Est-ce que c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge ? Oui, bien entendu, en fait, l'éducation des parents passe par les enfants, c'est ce qu'on dit si normalement c'est le contraire. Quelque part, s'ils sont plus sensibilisés à se déplacer, à parcourir la ville à pied ou à utiliser des véhicules électriques, leurs parents vont y venir petit à petit. Donc en marge de cette manifestation, un événement également est prévu, la programmation de 3 nouvelles stations de vélo en principauté. Oui, également parce que la principauté tient à étendre le maillage à des vélos électriques avec 3 stations supplémentaires, une sur la place du Palais, une autre avenue Hector Otto et la 3e quai Louis II. Sylvie Savoca, merci pour cet entretien. Merci. Et j'invite évidemment tous les téléspectateurs à venir ici même ce samedi au Larvoto pour découvrir cette semaine de la mobilité. Sachez que tous les bus sont gratuits en principauté. Merci aux équipes techniques de Monaco Info et on se quitte sur la météo. Très bon week-end à tous.
Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Samedi, le soleil fera son apparition dans la matinée pour laisser place à quelques nuages dans l'après-midi. Les températures oscilleront de 19 à 24 degrés. Dimanche, quelques averses sont au programme avec des températures allant de 19 à 23 degrés. Lundi, retour d'un ciel bleu avec un mercure restant très clément. Mardi, beau temps toujours avec une maximale de 25 degrés. Mercredi et jeudi, le soleil restera bien présent en principauté avec un thermomètre qui ira de 20 à 25 degrés. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.